Bon, aujourd'hui, 6e étape de notre road trip. On atteint bientôt la destination finale. On part aujourd'hui, ce matin, très tôt de Thallenberg en direction de Göteborg, où on va aller visiter l'usine où sont fabriqués évidemment les Volvo. Et à la suite, on va repoursuivre notre chemin 200 km plus loin en direction, et oui, on va faire une petite infidélité de Saab, l'ancien concurrent déchu, où nous irons visiter le musée qui se situe à Trollhättan, autre ville connue non seulement pour Saab, mais aussi parce que c'est la patrie du cinéma où plusieurs grands films ont été tournés, dont notamment un de Lars von Trier, dont je ne me souviens plus le nom. Nous sommes venus en Suède pour trouver de la route enneigée et verglacée. Et je crois qu'on est servi à ce niveau-là. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler du comportement du XC90 sur ce type de terrain. Alors bien sûr, avec des pneus neige et une transmission intégrale, il est plutôt à l'aise et il passe à peu près partout. Mais attention, il faut quand même tenir compte du fait qu'il pèse 2 tonnes 2, qu'il a des pneus très larges. Et donc il faut anticiper les freinages, ralentir à l'approche des courbes parce que sinon il a quand même tendance à glisser un petit peu. Donc la neige, ça n'est pas son terrain de prédilection, contrairement par exemple à l'autoroute. Alors comme on pourrait s'en douter, cette S60 est particulièrement à l'aise sur le réseau autoroutier grâce à des suspensions parfaitement calibrées pour cet exercice précis et puis une sonorisation poussée tant au niveau des bruits d'air que des bruits moteurs. On peut en plus se concocter une position de conduite parfaite grâce à une direction au réglage ample et un siège électrique bien enveloppant. Sur ce profil de route, à des vitesses légales, on peut tout à fait de plus descendre sous les 7 litres de moyenne. C'est vraiment l'outil parfait. Suite de notre plongée dans l'univers Volvo et nous sommes dans la plus ancienne et la plus grosse unité de production de la marque suédoise, dans l'usine de Torslanda. Alors du début de la première feuille d'aluminium jusqu'à la fin à la peinture, je vous propose une petite découverte. Par rapport aux autres usines que j'ai pu visiter précédemment, je suis surpris par la faible automatisation. Il y a encore beaucoup de gens qui travaillent dans l'usine et surtout beaucoup de femmes. Derrière moi, c'est la V60 Cross Country, un modèle qui ne sera pas vendu en France. Ici, c'est l'heure du contrôle final. Les voitures sont quasiment en bout de chaîne et chaque ouvrier doit vérifier avec, comme on dit ici, l'œil du client, que tout est bien assemblé, qu'il n'y a pas de problème avec la peinture ou de la façon dont les ouvrants se referment. Eh bien, le XC60 continue de dérouler son effort avec aisance. La direction est précise, le freinage efficace, le comportement routier, eh bien, il est parfaitement sécurisant. Vraiment, il fait bon avaler les kilomètres. Mais à Stockholm, eh bien, j'ai pu apprécier, en revanche, la maniabilité de la voiture. Vraiment, il y a une bonne visibilité périphérique. On sait où on met les roues. Elle est presque à l'aise en ville. C'est pas un gros machin comme le XC90 que conduit mon collègue Manuel Caillot. Là, on a une voiture qui est tout à fait utilisable dans toutes les conditions. Alors, les petites choses qui m'agacent à bord de ce XC40, mis à part la consommation dont j'ai déjà parlé, il y a cette clé. Vous voyez, aucun bouton sur les façades, tout est sur le profil là, vraiment pas pratique. Et en plus, deuxième point qui est très agaçant, la taille d'Apple CarPlay sur l'écran multimédia qui ne prend pas l'intégralité de l'écran, c'est vraiment dommage et un petit peu ridicule. Définitivement, la ville n'est pas le terrain de prédilection de cette V60. Premièrement, c'est une voiture
grande, avec un empattement long, qui est peu agile. Heureusement, on a tout un tas d'aides à la conduite, notamment la caméra 360 degrés pour le stationnement, c'est vraiment idéal. Mais attention, ici, il faut vraiment la nettoyer régulièrement parce qu'il y a beaucoup de neige, beaucoup de sel. Mais ce qui la pénalise le plus, c'est son association moteur-boîte et notamment la boîte de vitesse. C'est-à-dire que lorsqu'on décélère et qu'on réaccélère, comme par exemple quand on est dans un bouchon, celle-ci a un temps de latence énorme et donc c'est très pénalisant, ça pénalise l'agrément, c'est dommage. Cette V60 est davantage à l'aise sur les réseaux secondaires et sur autoroute. Alors Volvo, c'est bien sympathique, mais on ne peut pas parler de voitures suédoises sans au moins évoquer le nom de Saab. Alors d'accord, la marque a eu une histoire un petit peu chaotique ces dernières décennies, mais elle a produit des modèles absolument magnifiques et utilisé des solutions particulièrement avant-gardistes. Et elle a à Trollhättan un musée officiel qui est construit dans une usine de locomotives. Et l'histoire de Saab dans l'automobile, elle commence là, avec la toute première voiture à porter le Griffon. Une étape de plus et c'était la seconde étape la plus longue aujourd'hui avec plus de 600 km. On est donc parti ce matin de Tallberg, direction Göteborg pour visiter l'usine Volvo. Enfin, vous avez pu voir les réactions des uns et des autres dans cette vidéo. Ensuite, direction Trollhättan pour visiter le musée Saab. Vous avez vu à quel point cette marque est chère à Pierre Desjardins. Mais maintenant, c'est l'heure du bilan de la journée. 600 km, je le disais, des conditions de circulation un peu moins drôles, pas comme l'Allemagne quand même les premiers jours, mais enfin un peu de pluie, un peu de camions et puis l'occasion encore d'essayer ces voitures pour essayer de mieux les comprendre encore. Comment as-tu vécu cette journée, Alexandre? Dis-moi. Alors pour moi cette journée était monotone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de trafic parce qu'il n'y a pas beaucoup de densité de population dans les endroits qu'on a empruntés. Donc du coup c'était long, il y avait de la neige, bon on va pas se plaindre, hein, c'était une journée un peu difficile aujourd'hui. Par contre j'ai bien aimé la visite de l'usine, j'ai trouvé ça très intéressant, les process de fabrication, la modernité des infrastructures et on voit vraiment d'un plus près, on voit que les gens aiment vraiment leurs produits. Voilà. Et alors en ce qui concerne ma voiture, ma V60 aujourd'hui, j'aimerais aborder un terme qu'on n'a pas encore abordé, c'est les aspects pratiques. C'est vrai que c'est un break, donc destiné à la famille, et de ce côté-là, cette seconde génération s'en sort plutôt bien, surtout au niveau de l'habitabilité. À l'arrière, c'est vrai j'ai eu l'occasion de m'y installer, d'en profiter. On a beaucoup de place aux jambes, et ça c'est bien pour une petite famille. Et aussi on a du coffre, beaucoup plus que la précédente génération, 530 litres, c'est dans la moyenne du marché, et beaucoup de côtés pratiques, comme une banquette fractionnable, selon les versions on peut la rabattre depuis le coffre. Enfin voilà, dans le côté habitabilité, modularité, côté pratique, elle s'en sort très bien. Parfait, merci Alexandre. Alors Pierre-Olivier, je sais que le duo que tu formes avec Pierre quand vous visitez des musées, vous aviez fait l'autre jour un Facebook qui a encore duré très longtemps. J'imagine que tu vas me parler un peu de ça, mais surtout de ta voiture. Je vais te parler aussi des routes suédoises, parce que moi en fait c'est ce qui m'a frappé là depuis le début, et surtout depuis 2 jours là où on a été dans le nord, c'est que les routes sont verglacées, glissantes, il y a de la neige, il fait froid, et pourtant ça roule bien. Alors qu'en France on imaginerait la même météo, ce serait l'apocalypse, il y aurait des voitures sur le bas-côté, panique à bord, on en parlerait au JT. Ici c'est rien, c'est juste la norme, et ça se passe très bien, les Suédois savent faire. Donc ça c'est vraiment frappant, c'est l'exotisme finalement pour nous Français. Aujourd'hui on a beaucoup roulé, on a passé 4, 5, 6 heures dans la voiture, donc je me suis plus intéressé à l'ergonomie générale de l'habitacle. Et en fait, globalement, tout tombe bien sous la main. C'est assez bien fichu. Hein. On sent qu'ils dépensent beaucoup d'argent là-dedans. Il y a un truc qui m'agace, c'est la clé de contact. Alors je sais, la clé de contact, on n'en a plus besoin. Il suffit de la laisser dans la poche éventuellement. Mais moi, je suis à l'ancienne. J'aime bien mettre ma clé quelque part. Et j'ai pas d'endroit. J'ai pas un petit trou là dans la planche de bord où je pourrais la glisser. Donc ça m'agace un petit peu. Ça fait partie, voilà, la modernité finalement. N'a pas forcément que du bon. Et voilà, ça m'agace un petit peu. Non, mais c'est intéressant, ce sont justement ces petits détails-là dont on peut prendre connaissance en passant 8 jours à bord des voitures.
Quant à Olivier, il a testé la ventilation. il a conduit fenêtre ouverte. Alors comment ça va? La journée d'aujourd'hui a été un petit peu difficile parce qu'enrhumé. Durant toute cette période, j'ai pu un petit peu m'intéresser à la technologie embarquée de mon XC40 qui est franchement très très bien puisqu'on a un écran multimédia, t'as une recharge par induction par exemple. On a déjà parlé des aides à la conduite qui sont très très nombreuses sur ces véhicules-là. Donc au final, au niveau on va dire techno, le XC40 est vraiment très très bien. Parfait, merci. À propos de recharge à induction, si je ne me trompe pas, mais je ne crois pas que ce soit le sujet que tu vas aborder ce soir, il n'y en a pas sur le XC 90. Mais de quoi vas-tu me parler, Emmanuel? Je vais te parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé effectivement concernant ce XC 90, c'est que c'est son gabarit. C'est un monstre, enfin en tout cas en Europe, on n'est pas aux États-Unis, 4,95 m de long, 2 mètres de large. Et c'est vrai que selon les routes qu'on emprunte, et même on roule en convoi, donc on double, on essaye de doubler tous en même temps, et des fois il faut se caler un petit peu, se rabattre, et là la longueur ça gêne un petit peu. Et c'est vrai que alors il y a les avantages qui vont avec, c'est-à-dire l'habitabilité exceptionnelle et la 3e rangée de sièges, donc je peux accueillir 7 personnes. Mais c'est vrai que ça, il faut en être conscient quand on achète ce genre de véhicule, il faut avoir les mesures et l'avoir dans l'œil, quoi. Donc tout simplement. Et sinon pour la journée d'aujourd'hui, effectivement c'était un petit peu long mais intéressant avec les activités qu'on a faites et j'ai appris plein de choses sur la marque Saab et sur la marque Volvo. Donc c'était très sympa. Oui, parce que le focus évidemment c'est Volvo, mais c'est Pierre qui a voulu que l'on fasse une infidélité à cette marque qui fait l'objet de notre road trip cette fois avec Saab, parce que ta première voiture était une Saab. Parle-moi de la journée par ailleurs. Oui, alors il paraît qu'on a visité une usine Volvo. Moi, ça a vite disparu dans ma mémoire. Et effectivement, ce musée Saab extraordinaire avec, et oui, on remonte dans le temps. C'est à la fois, c'est l'histoire de Saab et puis c'est ma petite histoire à moi aussi. Et du coup, les deux se réunissent, c'était très bien. Sinon, au niveau de cette journée, au niveau roulage, on a eu une grosse amplitude thermique, parce que ce matin, on a vu du moins 12. Là, on est à 6 degrés. Donc, ça fait quand même, c'est quand même pas mal. Je comprends qu'Olivier soit malade. Mais malgré tout, elle reste confortable, elle reste étanche aux agressions extérieures. J'étais bien quand même, et voilà. Merci Pierre. Vous voyez, l'avis de nos journalistes s'affine depuis 5 jours maintenant, mais le road trip n'est pas encore terminé. Il reste encore 2 jours de road trip. Nous repartons demain matin à Göteborg, où nous allons cette fois essayer nos voitures, vos voitures sur circuit. Nous allons essayer des voitures de collection et puis encore d'autres surprises.